Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106,3 et c'est l'émission Frico de l'initiative grecque. Ce soir, on va parler d'un sujet peut-être un peu curieux, mais je pense que vous allez comprendre le lien avec nos interrogations et nos luttes. Donc, dans les Balkans, il existe un petit pays que tout le monde appelle Macédoine, ou presque tout le monde. Le nom de ce pays a fait l'objet d'un conflit entre l'État grec et l'État macédonien, État appelé aujourd'hui Macédoine du Nord, depuis les années 90, et c'est un débat qui a suscité énormément des énormes mouvements sociaux en Grèce, réunissant la droite nationaliste, l'extrême droite, mais aussi des forces politiques de la gauche, avec l'appui d'une très grande partie de la population grecque. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, donc du conflit autour d'un nom, d'un sujet qui paraît anodin, mais qui est extrêmement révélateur des tendances nationalistes en Grèce. Et donc, on va essayer de comprendre tous ces mouvements. Vous écoutez Radio Frikio, l'émission de l'initiative grecque, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, on parle toujours de l'affaire de la question macédonienne. Mais qu'est-ce que c'est que la question macédonienne ? Pour comprendre le conflit autour d'un nom, autour du nom d'un pays, il faut inscrire ce conflit dans la question de l'Orient, c'est-à-dire il faut remonter dans le temps et aller jusqu'à la période de la dissolution de l'Empire ottoman. À l'époque, sur la région géographique qui était l'Empire ottoman, il y avait des populations multiethniques qui s'habitaient. Il y avait par exemple des villages l'un à côté de l'autre, l'un étant bulgare, l'autre étant grec, l'autre étant turc, etc. Et voilà, nous sommes là. Je laisse la parole à toi pour me dire plus. Ok, donc comme on a déjà dit, on est à la fin du 19e siècle, début du 20e, période d'instabilité et de dissolution progressive de l'Empire ottoman. Donc nous assistons à la formation des nations-États, ou États-nations, qui tentent de s'étendre en occupant des régions des Balkans. Et il y a trois grandes puissances qui sont les protagonistes de notre histoire, donc la Grèce, la Bulgarie et la Serbie, trois États-nations de cette droite-là, et
qui sont déjà établis, avec bien sûr des revendications contradictoires sur les régions multiethniques qu'on vient de parler de Macédoine. Donc jusqu'en 1913, la région est partitionnée entre 16 États, moyennant les guerres balkaniques, suivies par des efforts d'assimilation ou de nettoyage de populations locales par des pays respectifs. Donc cette tentative d'assimilation s'inscrit dans un contexte plus large d'assimilation des populations déjà sur l'Empire ottoman. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des régions multiethniques où on ne peut pas vraiment parler d'identité homogène nationale à cette époque. Et les États-nations émergents essayent, à travers la propagande et à travers l'éducation et d'autres moyens, de convertir les populations locales pour former un groupe ethnique homogène pour pouvoir ensuite justifier leurs revendications territoriales, n'est-ce pas? Oui. Donc, on peut nous concentrer dans deux de ces pays-là, donc la Grèce, qu'on va parler de plus, et la Bulgarie. Donc, par exemple, la Grèce essayait de faire ses efforts d'assimilation par des fondations des écoles principalement. Des écoles helléniques, donc des écoles grecques dans la région de Macédoine. Le récit grec à l'époque était que les slavophones de cette région-là étaient en réalité des Grecs qui ont perdu leur langue. Après, d'autre côté, on a la Bulgarie qui, par une église autonome, je pense s'appelle l'exarque. En fait, il s'agit d'une partie de l'Église orthodoxe qui s'est autonomisée de l'autorité du patriarcat d'Istanbul, qui à l'époque contrôlait toutes les autres églises sur ce qui était l'Empire ottoman. Oui. Donc, on a cette église autonome de Bulgarie avec des campagnes d'éducation en parallèle avec des campagnes d'éducation grecques et de propagande pour convaincre les sclavophones de la région, qui sont des Bulgares et pas des Grecs, et qui appartiennent à la nation de Bulgares. En grande partie, ces efforts d'assimilation par la Bulgarie sont la réaction de cette influence qu'on a déjà parlé grecque. Donc, qu'est-ce qu'on a face à cela? On a bien sûr face à cette tentative d'assimilation par les Grecs, on a aussi les formations des organisations révolutionnaires qui, à la fin, revendiquent l'autonomie de la Macédoine. Je ne sais pas si tu veux nous dire un peu plus sur ça. Oui, en fait, comme on a dit, face à la menace qu'éprouvent des populations qui sont à la base slavophones, qui se sentent parfois bulgares, parfois non grecs, ils voient que l'État grec se met à un effort très important d'en faire de Grecs, en fait. Il y a, notamment, ce qui se passe, c'est que l'élite de cette région, on parle toujours de la région géographique de la Macédoine, dont on va parler un peu plus tard aussi sur... on va donner un peu plus de détails de ce que c'est la région géographique de la Macédoine. L'élite est scolarisée dans des écoles grecques. Une partie de l'élite devient grecque. Il y a déjà une université, par exemple, à Athènes, où cette élite va pour faire des études supérieures. Je ne sais pas quel est l'équivalent de l'époque. Mais ça ne passe pas, ça n'arrive pas, cette influence n'arrive pas jusqu'aux classes paysannes ou aux classes qui ne sont pas scolarisées et aux populations qui ne sont pas scolarisées. Et du coup, il y a cette identité slavophone qui persiste. Et face à cela, une élite décide que nous, on ne veut pas cette influence, ni de la Grèce, ni de la Bulgarie. On veut rester ce qu'on est et on va revendiquer notre autonomie. Oui, et il faut dire ici qu'il y avait... Parce que maintenant, on traverse les années... On est parti de... On est fini avec la Première Guerre mondiale. On traverse les années entre les deux guerres. Parce que là, il y a
contexte qui permet cette ethnogenèse macédoine beaucoup plus cette ethnogenèse devient beaucoup plus violente parce que les tentatives, l'effort d'assimilation par les deux pays qu'on a déjà parlé, il y a un troisième, la Serbie, mais on n'a pas vraiment parlé de ça, devient beaucoup plus violente. Donc, par exemple, on va parler de l'exemple de Grèce parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. En 1930, on a la dictature de Metaxas en Grèce, fasciste, donc c'est un quasi-fasciste, qui commence une politique d'assimilation beaucoup plus violente, obligatoire, parce que l'assimilation douce jusque-là n'est pas suffisante pour éliminer cet élément slavophone de la région, et par l'interdiction, même au lieu privé de leur langue, mais aussi avec des mesures par exemple des exils ou des amendes, des exils, des violences, des prisons. Donc on a ces efforts qui s'accroîtrent et on a l'élite qui on vient de parler qui continue à être présent dans la région. Et on a la cultivation des lettres en macédoine, de la littérature, de tout ça par cette élite-là. Et comme réaction, on a tous les éléments en fait pour une ethnogenèse et pour un mouvement national qui revendique, comme tout mouvement national, l'établissement d'un État propre, dans ce cas-là, l'État macédonien. Donc, je crois que ce qu'il faut souligner ici, c'est que dans ce processus d'ethnogenèse, de l'établissement de l'identité nationale macédonienne, l'expansionnisme et les aspirations territoriales de la Grèce et de la Bulgarie ont joué un rôle très important. Et aussi que on va aussi en parler un peu plus tard, mais pendant les guerres balkaniques, en fait, la région, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui était la Macédoine géographique, a été déjà partitionnée parmi ces pays, et chacun de ces pays essayait, sur le territoire qu'il avait acquis, d'imposer son identité nationale. Oui, c'est ça où on a cette violence, cette assimilation violente plutôt, à cette époque-là. Et à la fin, je pense que cette identité nationale de la Macédoine se cristallise pendant la période yougoslave, donc après la Deuxième Guerre mondiale surtout, où au sein de la Yougoslavie, la Macédoine fait partie comme la République macédoine. Donc c'est une région autonome qui s'appelle la République macédoine. Pour rappel, la Yougoslavie, est-ce que vous savez ce que c'est la Yougoslavie? C'est que la Yougoslavie? La Yougoslavie, c'était un État dans les Balkans, un État socialiste qui regroupait, c'était un État fédéral, donc regroupait plusieurs autres États fédéraux comme la Serbie, la Macédoine, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, et je ne sais pas quoi d'autre, j'en oublie peut-être. Et à l'époque, donc, on ne parle pas d'un État indépendant avec le nom Macédoine, mais au sein de la Yougoslavie, il existe déjà un État, une république qui porte ces noms. Ok, je pense que ça serait du coup, juste pour recontextualiser tout ça, pourquoi on fait ce retour historique. On fait ce retour historique parce que, comme on vient de dire, en fait, on ne s'intéresse pas aux idées nationalistes du 19e siècle en tant que telles, mais on essaye de poser le contexte, d'introduire le contexte pour parler de ce qui était plus tard, pendant les années 90 et 92, surtout avec les premières grandes manifestations, les conflits entre la Grèce et la Macédoine sur le nom de ces pays, qui peut paraître un peu bizarre d'avoir un conflit diplomatique à cause du nom d'un pays et de l'appellation, où est le principe de l'autodétermination, etc., etc.
ξανά στα σκοτεινά που σου παράξενα με γράφει λαστικά και μου φωνάζουν που και που να γίνω ένα με του κόσμου τη μαϊμού. Η φάση είναι στο μυθό, η φάση είναι στο μυθό, τον ουρανό θα φανταστώ και μόνο μιας θα αναδειχθώ. Αταξία! Πλάι μέσα μου νερό, μου πλημμυρίζει το μυαλό. Πεσέ κι εσύ από ψηλά, να πάμε ακόμα πιο βαθιά. Η φάση είναι στο μυθό, η φάση είναι στο μυθό, τον ουρανό θα φανταστώ και μόνο μιας θα αναδειχθώ. Αταξία! Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106,3 à l'émission de l'initiative grecque Radio Frikio. Et ce soir, on parle de la Grèce, de la Macédoine et de toutes les tensions nationalistes qui ont pu émerger dans les années 90. Donc, on a déjà fait un petit historique de l'assimilation forcée de la région de la Macédoine au cours du XXe siècle. Et donc, toutes ces interrogations nous poussent en fait à se poser de la question de, ok, on a beaucoup parlé de la Grèce jusqu'à maintenant, de toutes ces revendications sur la Macédoine, d'un récit nationaliste sur la Macédoine. Quelles étaient les revendications nationalistes de l'autre côté de la frontière, donc du côté macédonien? Voilà. Il faut alors dire d'abord que l'État macédonien, comme il a émergé en tant qu'entité distincte au sein de la Yougoslavie, c'était un État multinationaliste, multiethnique. Il y avait des populations qui s'identifiaient comme des Macédoniens, il y avait des populations qui s'identifiaient comme des Albanais, il y avait des populations autres, quelques Grecs, quelques Roms, des peuples Roms. En gros, c'était un... C'était une situation tout à fait banale pour les Balkans, quoi. C'était une situation tout à fait pour les Balkans, c'était une salade macédonienne, ou une salade macédonienne, comment ça s'appelle, je ne sais pas. En tout cas, c'est à cause de ça, en fait, que on a donné ce nom à la salade, n'est-ce pas? Oui. J'ai beaucoup lu sur les différentes salades, mais on ne va pas entrer dans les noms des salades. Mais oui, entre autres, la salade macédonienne s'appelle comme ça, en référence aux multiples nationalités qui coexistent ou ont coexisté à un moment dans l'histoire dans cette région.
Donc, pendant la période de la Yougoslavie, le récit national, pour pouvoir ancrer la nation dans l'histoire et lui donner de la légitimité, portait surtout sur l'empire bulgare de Samuel. C'était un empire qui a existé en même temps que l'empire byzantin, je crois, pendant le 9e, 10e siècle. Et aussi sur l'héritage de Cyril et de Méthode, qui ont été les deux hiérapostoli. C'était les deux, Cyril et Méthode étaient les deux évangélisateurs, Merci. des Balkans. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé l'écriture cyrillique pour pouvoir traduire en langue slave la Bible. Voilà, petite parenthèse historique, pardon. Oui, mais ça c'est très important en fait, parce que ça donnait à ces pays une fierté énorme, le fait d'être l'héritier de l'héritage de Cyril et Méthode qui ont donné la langue à tout le monde slavophone. On donnait un alphabet et une langue écrite à tout le monde slavophone. Donc, il y a aussi, ça ce sont les revendications, ce sont les fiertés nationales pendant la période yougoslave. Après la guerre froide, en fait, pendant les années 90, la Yougoslavie s'effondre et les différentes nations revendiquent leur indépendance. On va en parler comment ça se passe le passage pour la Macédoine d'un État fédéral au sein de la Yougoslavie vers un État indépendant? On peut se poser la question dans le cadre plus global. Il y a eu une guerre en Yougoslavie, ça a été un conflit sanglant. Des milliers de personnes ont perdu leur vie dans d'autres États yougoslaves. Comment ça s'est passé en Macédoine? En fait, c'est très intéressant. La Macédoine, c'est l'un des rares cas où on n'a pas eu de conflit armé. On a eu quelques violences, mais on n'a pas eu ce qui s'est passé, par exemple, en Bosnie ou en Croatie ou entre la Serbie. C'était si je ne me trompe pas, c'était un référendum qui s'est déroulé en 91 où la Macédoine les Macédoniens ont voté pour leur indépendance. Ok, donc la Serbie a juste lâché la Macédoine comme ça. Ils n'avaient pas de prétention particulière sur le pays. Ils avaient gardé quelques idées d'annexation peut-être, mais pour plus tard. Mais on va en parler dans le contexte des années 90, sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que pendant les années 91, après l'indépendance, c'est là où apparaissent des éléments dans le récit national qui font référence à l'empire macédonien de l'Antiquité et Alexandre le Grand, Philippe, etc. Si je peux juste me permettre de dire que c'est logique. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que ça serait un peu hors contexte, mais la Yougoslavie, c'était un pays qui projetait quand même très fortement une identité proprement yougoslave. Et en fait, il y avait maintenant, on qualifie ça de mythe, mais pour les gens qui ont vécu, il y avait une réalité là-dedans, de l'idée de forger un homme, une femme yougoslave, avec une identité yougoslave, dans laquelle, entre sentiment national et socialisme, c'était une identité tout à fait propre et particulière qu'on ne retrouve pas dans d'autres républiques socialistes de l'Est. Et je pense que ça explique pourquoi c'est après l'effondrement du socialisme où on va voir une nouvelle identité qui va émerger. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je pense que c'est très possible que ça a joué aussi un rôle, mais je pense que c'était surtout parce qu'après cette indépendance de la Macédoine et le référendum et le fait que c'était maintenant un pays propre, on a une réaction énorme nationaliste en Grèce. Donc j'ai l'impression que cet récit nationaliste a suivi cette réaction grecque. Ok, aussi. Donc le nationalisme macédonien se serait construit en réaction ou en fait dans un face-à-face avec le nationalisme grec. Okay. Et je pense que c'est aussi important de dire que ce n'est pas toute la Macédoine qui pense, toutes les gens macédoniens qui pensent qui supportent ces récits-là, c'est surtout les droites, l'extrême droite plutôt. Comme pas tous les Grecs soutiennent les nationalistes grecs.
Oui, mais j'ai l'impression que toute la Grèce, au moins d'après l'historiographie grecque, les Macédoines sont très très grecs. On n'a pas beaucoup au moins à l'école. Mais, est-ce que c'est vrai? Bah oui, on peut. Enfin, en fait, je pense que c'est la question d'une dispute entre deux pays sur un héritage qui remonte à l'époque antique. Et effectivement, bah, est-ce que la Macédoine, elle est grecque? Cette question, je pense que dans le grand public, c'est montré comme une évidence que c'est un oui. Pour quelqu'un qui est en sciences sociales, je pense que la question est absurde. Et du coup, la réponse ne peut être que non. Mais je pense qu'on peut déballer tout ça. Tout d'abord, je crois qu'il faut préciser et il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle Macédoine en tant que région géographique et ce qu'on appelle Macédoine, le Macédoine de Philippe, d'Alexandre, etc., la Macédoine de l'Antiquité, qui ne sont pas tout à fait la même chose. Oui. La Macédoine, vas-y. Non, Juste disons, par le principe que n'importe quel découpage géographique ou historique est une fiction. La Macédoine géographique n'est pas plus réelle que la Macédoine historique. Même un découpage géographique a une part de... Enfin, toute frontière. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans cette époque-là, personne ne va dire que la Macédoine grecque, c'est-à-dire les parties géographiques de Macédoine qui appartiennent à Grèce, aujourd'hui, n'est pas grecque. C'est bien sûr grec. Les gens qui habitent là sont des Grecs. Ils s'identifient comme Grecs, etc. Et je pense que c'est important parce que cette partie-là est devenue grecque. Ce n'était pas le cas au début du XXe siècle. Ce n'était pas le cas au XIXe siècle. Même, c'était pas même grécophone, c'était pas même... Oui, grécophone. Hellénophone. Hellénophone. C'est le terme hellénophone. Le terme dont on peut être fier. Donc, la question, est-ce que la Macédoine grecque a beaucoup de réponses selon qui parle, qu'est-ce qu'on définit comme Macédoine? Exactement. Mais on peut commencer, on peut le prendre historiquement. Est-ce que la Macédoine ancienne est grecque? Vaste question. Vaste question. Je pense que... À l'école, on apprend que oui. Oui. Que... les manuels scolaires projettent une réponse très facile qui est oui. Mais je pense que si on peut donner une réponse très très rapide, parce que ce n'est pas... Enfin, entrons pas dans tous les détails historiques, mais disons que premièrement, la notion de grec à l'Antiquité est une notion extrêmement complexe. Et en fait, il y a des nombreux débats entre historiens et sur qu'est-ce que ça veut dire être grec à l'époque antique. Donc déjà, l'identité grecque pendant la période qu'on appelle Antiquité grecque n'est pas une évidence. Donc partons de ça. Et après, disons, est-ce que les Macédoniens étaient grecs? Alors... À l'époque, donc si on remonte à l'époque de Philippe et d'Alexandre le Grand, les autres, donc les regardaient pas totalement comme des Grecs, si je peux faire cette petite excursion historique, parce que les Macédoniens n'habitaient pas dans des cités. Et en fait, la notion de grec à l'époque était une notion en fait fortement politique. C'était le fait d'habiter en cité. Et les Macédoniens n'habitaient pas en cité, c'était une royauté. Donc pour les Grecs de l'Antiquité, les Macédoniens n'étaient pas vraiment des Grecs. Mais bon. Si on les oublie pour un petit moment, parce que ce n'est pas du tout le propos de l'émission, bah, au XIXe siècle, même les historiens, donc la première historiographie nationale, fait une distinction entre Macédoniens et Grecs. Et donc, les cités grecques qui ont été envahies et conquises par l'expédition de Philippe II, qui, en fait, c'est Philippe II et l'avènement d'Alexandre marque la fin de l'Antiquité classique. Et l'époque hellénistique étant vue comme une période de dégénérance de la cité antique. Et même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en Europe, le
l'idée la plus répandue, l'idée la plus acceptée sur les Macédoniens était qu'ils n'étaient pas des Grecs. Mais ça a progressivement changé. On a trouvé quelques explications qui donnent les historiens sur l'inclusion des Macédoniens dans le récit national grec et par extension européen, puisque la construction sociale grecque et l'avènement de l'État grec a aussi marqué était vu comme une bastion de l'Occident dans l'Orient, etc. Et c'est pour ça que le philélénisme, si je ne me trompe pas, a aussi pu avoir tant de soutien de la part de l'Occident. C'était aussi l'inclusion dans ces récits de l'Occident de quelqu'un qui aurait porté la culture grecque et par extension la culture occidentale vers l'Orient, vers les barbares, etc. et les aurait hellénisés. On est d'accord? Donc ce personnage magique Qui s'appelle Alexandre. Comment s'appelle en français? Alexandre le Grand. Oui, d'accord. Alexandre le Grand. Oui, Alexandre Et le Grand. apparemment, d'après une enquête, j'ai oublié quelle enquête en Grèce, il est le numéro 1 des Grecs. J'aurais du mal à appeler ça une enquête. au sens propre C'était- scientifique Oui, du terme. en enlevant le terme enquête. Non, Non, c'était. Enfin, après, si Sondage. je peux. Vote. Peut-être. Les Grecs ont voté. J'ai pas vérifié l'info. J'ai pas vérifié Le l'info. peuple grec a parlé, Donc, c'est j'ai prononcé. dit ça- J'ai dit ça avec avec un peu de pincette. Mais la chaîne télé Sky, qui est une chaîne de télévision de droite, ils avaient fait à la fin des années 2010 une série de documentaires historiques, mais vraiment totalement lunaires, sur les plus grands personnages grecs de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc il y avait un épisode dédié à Alexandre le Grand. Et à la fin de la saison, qui je pense englobait à peu près une centaine de personnages qui allait genre de Alexandre le Grand à Constantin à je sais pas qui, il y a eu un vote sur une chaîne télévision, enfin voilà le niveau de l'enquête, sur qui était le meilleur grec, et les Grecs ont voté pour Alexandre le Grand. Et bah oui, Voilà. voilà. Si on a besoin d'un preuve qu'il était grec, voilà, le voilà. Il faut aussi dire ici, pour revenir au sujet, que le Macédoine antique, donc le royaume de Macédoine, n'est pas du tout aussi macédoine comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que la Macédoine du Nord aujourd'hui, ou la République de Macédoine à l'époque, était vraiment slavophone. Et les récits historiographiques jusqu'à ce moment-là étaient vraiment slaviques. Donc, ce qu'on voit en fin du XXe siècle, on a des pays qui se battent pour un symbole, pour une antiquité qui n'a rien à faire avec personne aujourd'hui. Parce que vraiment, la langue macédoine d'Antiquité est perdue, j'ai l'impression. Et même les Grecs anciens n'ont rien à faire avec les Grecs d'aujourd'hui. Oui, Ça. je pense que oui, ça paraît une évidence. Enfin, c'est très intéressant, mais parce que c'est une antiquité, enfin évidemment, il n'y a aucun lien, mais il y a un lien. Pourquoi il y a un lien? Parce que le lien a été construit dans le présent. Il n'y a aucun lien naturel, évidemment, entre des populations qui ont vécu il y a 3000 ans, ce qui est énorme. Mais il y a un lien parce qu'aujourd'hui, on le construit. Donc en fait, c'est ça tout... Et je pense que ce qui est intéressant quand tu étudies le nationalisme, comment il prend des choses qui n'existent pas, mais en leur donnant tellement de force et de symboles, ils deviennent réels et opérationnels. Enfin, le langage du nationalisme est, pour moi, au moins, enfin, comment je comprends la chose, par excellence performatif. Enfin, il dit quelque chose et en le disant, ça devient une réalité. Alexandre le Grand, il a rien à voir avec l'État grec de 2025. Mais en disant qu'il y a un rapport, enfin, il est construit et il devient réel. Et on peut comprendre des choses, en fait. Enfin, je sais pas si c'est ce que je dis... Non, très c'est compréhensible. ça. C'est imaginaire, c'est Mais construit, mais c'est réel quand Oui. même. Ça reste Oui. quelque chose, ça reste une réalité pour les habitants, pour les habitants d'un pays. Ils veulent, dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte des États-nations, qu'est-ce que je dis encore?
Mais c'est aussi le cas pour tous les récits, toutes les traditions, toute la culture en fait qui s'est imposée dans un pays, dans un État-nation comme culture nationale, même si ça n'appartenait pas, par exemple, au peuple d'une région spécifique, qui sait exactement qu'est-ce qui s'est passé à Macédoine, à la région de Macédoine grecque, qui appartient aujourd'hui, qui fait partie de la Grèce, où on avait des slavophones avec leurs propres traditions, leurs propres religions même. Et on avait aussi d'autres populations, pas seulement des slavophones, qui étaient forcément soit enlevées par la région, vraiment avec des vagues d'immigration ou des essences de population. On appelle ça un nettoyage ethnique, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et donc, on a une hellénisation forcée de région. Si je peux intervenir, juste personnellement, je mettrais quelques réserves sur le terme de nettoyage ethnique. Après, on peut en discuter. Hein. Parce que je trouve que c'est un terme très, très fort. Et dans le cas de populations qui ont pu... quand même, elles n'ont pas été expulsées. Je ne sais pas à quel point on peut parler vraiment de nettoyage ethnique et pas plutôt parler d'assimilation forcée. Ça, c'était les années 30, dans le XXe siècle, mais avant, il y avait des essences de population. Vraiment, les hellénophones ou des orthodoxes sont encensés avec des slavophones, avec la Bulgarie, par exemple. Oui, pour le cas de la Grèce et de la Bulgarie, on a aussi deux populations qui sont parties, soit forcément, soit par crainte en vue d'une situation d'un état haute. D'accord, et ces populations se sont dirigées vers où? Bulgarie et Turquie. Ok, d'accord. Donc, on avait cette situation-là, pas seulement à la Macédoine grecque, mais aussi à la Macédoine bulgare. En tout cas, je voulais finir sur un petit détail ironique. Le fait que les symboles de l'Alexandre et de la Macédoine de l'Antiquité a fait partie de l'identité nationale contemporaine de la Macédoine, et les raisons pour cela peuvent être trouvées dans le fait que soit il y avait des populations slavophones qui ont quitté la Grèce, qui étaient allées à l'école grecque et donc avaient appris l'histoire, le grandeur de Philippe, d'Alexandre, etc. Soit, si on remonte un peu plus, pendant la campagne d'hellénisation et l'établissement des écoles grecques dans la région géographique de la Macédoine, pour helléniser les populations slavophones, ils apprenaient qu'ils étaient des Macédoniens, les héritiers de la culture grecque, les héritiers d'Alexandre, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, la propagande grecque a fait que ces populations, au lieu de devenir grecques, ont pris ces récits, mais ils l'ont gardé pour leur propre identité nationale. C'est rigolo quand même. Τρέξε, δεν θα προλάβεις. Τη χαραμίσησε, δεν θα τη λάβεις. Μη σε νοιάζει, δεν θα προλάβεις. Σβήσε το φως, μη το ανάβεις. Ήρθε και θα σκοτώσει. Το μυαλό μου θα προλάβει να προδώσει. Φεύγω και μη με νιώσεις. Ο εαυτός μου χιλιάδες όψεις. Κρυφτό κυνηγητό με τις ανέσεις. Δεν της αρέσεις, δεν της αρέσεις. Τρέξε τώρα, τρέξε να προλάβεις. Δεν θα τη φτάσεις, θα τη ξεχάσεις. Κρυφτό κυνηγητό με τις ανέσεις. Δεν της αρέσεις, δεν της αρέσεις. Τρέξε τώρα, τρέξε να προλάβεις. Δεν θα τη φτάσεις, θα τη ξεχάσεις.
bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106,3 et c'est l'émission de l'initiative grecque Radio Frikio. Et ce soir, on parle de la Grèce, de la Macédoine et de tout un conflit nationaliste qui a émergé entre les deux pays à partir des années 90. Donc, lors de la première partie de cette émission qu'on vient de traverser, on a beaucoup parlé en fait de l'histoire de la région de la Macédoine pendant le XXe siècle. Et donc on a un peu examiné, on a un peu discuté de comment cette région a été hellénisée de force, comment il y a eu un nettoyage ethnique. Et finalement, maintenant c'est le moment d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Donc dans les années 90, avec vraiment cette émergence d'une question, d'un conflit nationaliste autour de la question du nom de ce pays, Macédoine. Donc, pour un petit rappel, donc en 91, l'effondrement de la Yougoslavie fait naître une série d'États indépendants, dont la République de Macédoine. Et en réaction, en 92, il y a des énormes manifestations de l'autre côté de la frontière, donc en Grèce, qui ont compté plus d'1 million de manifestants, ce qui est vraiment inédit, du jamais vu pour la Grèce. Pour petit rappel, Grèce, petit pays de 10-11 millions d'habitants. On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement. Les services de recensement sont très mauvais. Dans tous les cas, des énormes manifestations, 1 an après l'indépendance du pays voisin Macédoine. Et toutes ces manifestations, toute cette force et toute cette esprit revendicatif. Pourquoi ? Pour revendiquer la grécité de la Macédoine et pour affirmer que le nom, entre guillemets, Macédoine et l'identité, entre guillemets, macédonienne devaient être associées uniquement à la Grèce et que ce sont des identités qui appartiennent, une identité qui appartient uniquement aux Grecs. Donc, voilà, c'est vraiment la définition même du nationalisme, et d'un nationalisme qui apparaît de manière, on pourrait dire même étonnante, en 92. On va essayer de comprendre d'où en fait les Grecs en 92, alors que l'État, tant qu'il faisait partie de la Yougoslavie pendant 50 ans, 50 ans, ça n'a jamais posé problème que l'État s'appelait Macédoine. Pourquoi en 92, d'un coup, les Grecs sont pris par ce sentiment national extrêmement fort ? Alors, au début, pendant la période de la dissolution et juste avant le référendum, même la politique extérieure de la Grèce faisait référence à des Slavo-Macédoniens ou la Macédoine, etc., dans des documents qui ont été publiés plus tard. Mais on observe un tournant à peu près en 91-92 de la politique extérieure qui voit dans la constitution de ce nouveau pays une référence des traces d'irrédentisme, c'est-à-dire d'expansionnisme potentiel dans le futur pour protéger ou pour incorporer ou pour libérer des minorités ethniques qui existent dans les pays voisins. En l'occurrence, dans la constitution de ce nouveau pays, il existe une référence dans des minorités ethniques macédoniens ou slavo-macédoniens, slavophones en fait, dans les pays voisins. Ça ne plaît pas du tout au gouvernement de l'époque, qui est dirigé par Mitsotakis, qui est le père de l'actuel Premier ministre. Il faut aussi rappeler ça. Et le ministre de l'Extérieur à l'époque, qui est plus tard devenu Premier ministre, il est en colère, il n'aime pas du tout ça, et il commence à avoir aussi des problèmes avec les noms. Ce qui est intéressant, c'est que le nom ne posait pas du tout problème au début. Petit à petit, on estime
on a l'impression que ça a aussi été fait, c'est-à-dire ce gonflage du sujet autour du nom a été fait pour soutenir l'agenda politique du ministre de l'Extérieur qui s'appelait Samaras, qui est devenu plus tard Premier ministre, pour se différencier du côté de la partie plus conservateur du parti. Il voulait se différencier, il voulait attiser un peu le sentiment nationaliste. Donc, dans un premier temps, si je comprends bien, tout démarre d'une agenda politique d'un seul homme, en fait. Pratiquement, oui. Oui, je pense que c'était donc les zéniths, donc c'était pas tout. Mais oui, c'est lui. Et j'ai l'impression qu'il était nommé comme l'homme qui bouge pas, donc l'homme qui est le plus solide, ses convictions face aux puissances extérieures, que ça c'est assez important parce qu'on a à cette époque-là l'Europe et les États-Unis qui poussent pour instabilité et contrôlée par eux, bien sûr, aux Balkans. Mm-hmm. Et donc on a Samaras. Et on a qui est cet homme-là et qui ne veut pas que ce pays s'appelle Macédoine. Petit à petit, il arrive à convaincre son propos devient de plus en plus normalisé, que ce pays ne doit pas s'appeler Macédoine. Et on arrive en fait à un mémorandum pour la reconnaissance de l'État macédonien par la Grèce qui exige le changement du nom et aucune mention au terme Macédoine. La déclaration qu'il n'y a pas des aspirations territoriales au détriment de la Grèce, parce que dans cette partie dans la Constitution où il y a une référence aux minorités en dehors des frontières, la Grèce voit aussi des aspirations expansionnistes et irrédentistes, etc. Et aussi la reconnaissance de la non-existence d'une telle minorité qui est tout à fait absurde parce que cette minorité existe bel et bien. Elle existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des efforts pour l'hellénisation, mais il y a toujours des populations qui parlent parfois comme deuxième langue la langue du pays voisin, le macédonien en fait, qui est une langue d'origine à la base slave. Oui. D'accord, donc ça c'est la position du gouvernement début des années 90, un gouvernement de droite, et les autres partis politiques se positionnent comment par rapport à ça? Je pense que ça, c'est ce qui est plus intéressant parce qu'au début, on n'avait pas de positionnement fort, mais au fur et à mesure, toute la partie politique grecque, d'extrême droite au gauche, même les socialistes, donc PASOK à l'époque, et même Synaspismos, qui était la gauche, des membres de Synaspismos. De membres pas toutes, oui, c'est vrai. Oui, mais même des membres de Synaspismos étaient d'accord, en fait, avec la position de Samaras. Donc, dans cette manifestation-là, qu'on parlait avant, il avait besoin de tous les spectres politiques de Grèce. Et c'était quoi? Comment est-ce qu'il pouvait... Ce qui est intéressant, on a essayé de comprendre comment est-ce qu'il pouvait justifier cette mobilisation et cet esprit revendicatif, etc. Et ce qu'on a pu comprendre, ce qui paraît le plus logique, c'est que à travers l'adoption du terme Macédoine et l'appellation du pays en tant que Macédoine, République de Macédoine, la Grèce voyait une tendance d'expansion ou de potentielle expansion dans le futur, mais aussi il y avait ce sentiment d'usurpation d'une identité nationale que les Grecs sentaient qui était propre à eux, qu'elle était propre à eux. Du coup, et ça interroge un peu, parce que pourquoi un tel mouvement, un mouvement si fort pour qu'un autre pays n'utilise pas ou ne s'approprie pas des héros nationaux, etc., etc. Certains disent que ça montre, quand il y a beaucoup de bruit, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça montre une espèce d'angoisse existentielle. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Macédoniens, est-ce que c'est à nous, les Macédoniens? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre?
Vas-y. Enfin, je sais pas, après ça c'est totalement mon interprétation personnelle, donc je suis pas du tout experte de la question. Mais en voyant tout ça, et surtout si on regarde vraiment la chronologie, et on essaye, je pense que c'est un conflit qui est à la fois très très précis sur une question si précise, ça a l'air absurde, entre deux pays, mais si on replace ça dans un contexte plus large, enfin on est en 92, le communisme vient de s'effondrer, je pense que c'est un moment d'effondrement des idéologies de manière plus globale, à un moment où on vend aux gens l'idée que... Enfin, à l'époque, ça se disait que c'était la fin de l'histoire, en fait, qu'il n'y aurait rien après, que c'était fini, c'était la victoire totale pour le reste des temps du libéralisme. Évidemment, des idées qui maintenant sont totalement remises en cause, mais les gens, à l'époque, baignaient un peu là-dedans, et je pense que les populations ont quand même eu besoin d'idéologie, de s'accrocher sur un récit, donner du sens de manière politique à ce qu'ils vivent. Et du coup, dans les Balkans, ça a été l'explosion du nationalisme. Dans d'autres pays, ça a pris la forme de génocide, en fait, en Bosnie, de conflits armés, de milliers de morts. Entre la Macédoine et la Grèce, ça a pris la forme d'un conflit nationaliste qui, heureusement, n'a jamais donné lieu à une guerre. Mais je pense qu'il faut mettre on ne peut pas comprendre ce conflit si on ne le met pas en parallèle avec tous les autres conflits qu'il y a eu dans la région, beaucoup plus sanglants, mais quand même cette exacerbation du nationalisme au début des années 90 dans la région des Balkans. Oui, je pense je pense que tu as raison. Et ça a conduit aussi dans une période vraiment de... comment on dit, des retours sur cette idée-là qui était un peu plus oubliée, on peut dire, pendant la guerre froide. Mais je pense aussi que c'est le fait qu'il y ait Donc, j'ai l'impression que le nationalisme grec fonctionne comme un hérisson. C'est-à-dire que c'est toujours une réaction à quelque chose qui se passe à l'extérieur. Donc, j'ai l'impression qu'il avait ce pouvoir beaucoup plus large que la Grèce elle-même, qui voulait influencer les Balkans comme entité, mais après la Grèce comme pays. Et on a aussi l'identité nationale grecque qui est un peu faible, en fait, parce que le nationalisme grec est quelque chose qui est passé dans la deuxième ou troisième vague des nationalismes. Ce n'était pas vraiment fondé comme, par exemple, le nationalisme français, qui était beaucoup plus fondé... Il y avait un royaume de France. Le mouvement nationaliste grec était un mouvement comment dire... révolutionnaire, libéral. Oui, de délibération, en fait. Et il fallait créer cette identité nationale du début. Donc, j'ai l'impression que c'était une réaction de forces d'extérieur et de la situation, comme tu as déjà décrit, des Grecs qui étaient... et aussi, c'était une soit politique... pour toutes ces partis, par exemple, de gauche, parce que sinon, c'était pas une position... Il n'avait pas d'autre position à prendre, en fait, au niveau même comme choix politique. Il y a encore une explication qui dit, selon laquelle la Grèce visait à l'époque à la déstabilisation de ces pays, dans un contexte de relations très étroites avec la Yougoslavie, la Serbie en fait de Milosevic, un pays qui était plus ou moins condamné qui n'était pas très bien vu par l'Union européenne et par OTAN. C'est pas très bien vu. C'était l'ennemi, Milosevic. En fait, à l'époque. Milosevic, il a été condamné pour crime contre l'humanité. À l'époque, il y avait un mandat d'arrêt international par la Cour de la Haye. Enfin, c'était un paria de la scène internationale. La Serbie était vue comme un État assassin. La Grèce avait des excellentes relations avec la Serbie. C'était le seul pays, en fait, dans le bloc occidental qui avait des excellentes relations. Les Européens ne comprenaient pas pourquoi. Quoique, les chars... l'OTAN a utilisé Thessalonique en tant que port pour
quand il y a l'intervention... j'espère que je dis pas de bêtises. Dis-le, on verra. Non, personne ne sait ça. Intervention de l'OTAN au moment de la guerre de Yougoslavie. À un moment, il y a eu des forces qui ont stationné à Thessalonique. Mhm. Je pense que c'est possible. Je sais Donc la pas, Grèce mais- a un rôle toujours, comme toujours, Ouais. très ambigu. Enfin, vraiment, chaque... genre une jambe, enfin un pied de chaque côté, mais des très bonnes relations avec Milosevic dans tous les cas. Et Mais- du coup, dans les récits extrêmes à l'époque, qui ne voulaient pas voir un pays dans la région avec le nom Macédoine, etc., il y avait cette aspiration, cette vision d'une dissolution de ces pays et d'une partition de ces pays par la Serbie et la Grèce. Et la Grèce et la Serbie comme des amis depuis la nuit du temps, allaient se partager une frontière. Quoi de plus amusant, je sais pas quoi. Du coup, il y avait des gens à l'époque qui croyaient ça, et c'était une position vraiment de l'extrême droite des fascistes. J'ai aussi l'impression, moi personnellement, qu'il y a un autre élément qui a joué aussi un rôle, et c'est le fait que, on n'a pas déjà mentionné, mais les slavophones, pendant la guerre civile de Grèce, ont été fait partie de l'armée révolutionnaire du Parti communiste de Grèce. Et donc, pour les Grecs, les années 80, comme pendant les guerres froides en général, et après, il y avait ce sentiment anticommuniste partout dans le monde, j'ai l'impression. Et aussi, on avait en Grèce, c'est l'impression qu'avec Mitsotakis, on avait le premier gouvernement néolibéral, peut-être dans l'histoire du pays, que les gouvernements néolibéraux partagent toujours cet élément anticommuniste, et aussi un autre élément qui est les relations très, très, très amicales avec l'extrême droite. Mais ok. Donc, je pense que ces deux éléments-là ont aussi joué un rôle. Donc, dans cet nouveau État, ce nouvel État des Balkans, la République de Macédoine, les Skopia, comment on l'appelait à l'époque, et les Grecs voyaient l'ennemi de guerre civile, donc les communistes. Oui, ça c'est aussi... Ça pourrait aussi expliquer l'hostilité grecque envers ce pays. Oui. Μελαγχολικά νεκρά όνειρα μας και στο μανίκι. Μελαγχολικά νεκρά όνειρα
bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106,3 et c'est l'émission de l'initiative grecque Radio Frikio qui, comme tous les premiers dimanches du mois, on parle d'un autre sujet en lien avec la Grèce ou la France. Et ce soir, on était en train de discuter de la Grèce et de la Macédoine. Et en fait, plus précisément, de tous ces conflits nationalistes qui s'est construit depuis les années 90. Et on était précisément en train de parler des années 91-92, quand la Macédoine devient un pays indépendant suite à la dissolution et disparition de la Yougoslavie. Et comment, à ce moment-là, il y a un récit nationaliste qui se met en place, qui se met en route en Grèce, pour dire que le nom Macédoine n'appartient qu'à la Grèce et donc ce pays n'aurait aucune légitimité à s'appeler ainsi. Et donc, comment tout ça, finalement, c'est quoi toutes ces tensions politiques des années 90, ça aboutit à quoi à ce moment-là? Ça aboutit d'abord à des énormes manifestations. J'ai l'impression que c'était les plus grandes manifestations en Grèce, sauf si on a dépassé ça avec Tempi. Peut-être. Mais c'est dans le plus grand. C'était énorme. Parce que je n'étais pas né, mais mais j'ai lu à propos, même dans des romans, etc., des gens qui parlent de cette période-là où il y avait cette effervescence, il y avait ce partage parmi toutes les forces politiques il faut aller revendiquer la Grèce de la Macédoine, etc. Les gens croyaient que c'était quelque chose de très important. Même dans les journaux, dans d'articles qu'on vient de lire en préparant cette émission, il y a des gens qui allaient juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était en train de se passer. C'était quelque chose d'exceptionnel. Il y avait un front patriotique qui s'était construit, qui était bien sûr basé sur les piliers traditionnels du patriotisme en Grèce, qui sont l'armée, l'église et la Ietriade, je sais pas quoi. Mais aussi le parti au pouvoir, la Nouvelle Démocratie, avec pour personnage principal Samaras, qui a beaucoup bénéficié de cette affaire pour sa réputation. Mais aussi le Parti socialiste, etc., etc., etc. En février 1992, on a eu les grandes manifestations dont on a toujours des photos épiques avec des banderoles énormes qui disent dans toutes les langues, qui réclament dans toutes les langues que la Macédoine est grecque, je ne sais pas quoi. Et parmi les slogans à l'époque, dans ces manifestations, on avait des gens qui disaient que la Macédoine est grecque, que la Macédoine est notre âme, que... je sais pas quoi. Est-ce qu'il y avait vraiment des contenus ou est-ce que c'était plutôt une affirmation de à quel point on adore la Macédoine et la Macédoine est grecque? Ça dépend du bloc, en fait. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, est-ce que, sur les forces politiques en présence, parce que pour mobiliser tant de personnes, c'était pas quelque chose d'extrême droite ou de niche, en fait. Non, franchement, je sais pas les slogans que PASOK a utilisés, donc socialiste, j'ai aucune idée. Quel slogan les partis de... Donc les socialistes étaient présents? Oui, bien sûr. Et j'ai l'impression que même quelques partis de la gauche, beaucoup plus gauche, étaient présents. Et donc, ça, j'ai aucune idée, en fait. Ça, j'ai pas pensé à ça. Mais oui, par rapport les niveaux de droite, on a des slogans différents. Par exemple, les fascistes ont utilisé des slogans, par exemple, aux armes, prenons les Skopje, qui est comme tout le monde en Grèce à l'époque appelait la Macédoine, parce que c'est la capitale. Et je pense que c'est là aussi, encore une fois, très important de replacer ça, encore une fois, dans quelque chose de plus large. Quand l'extrême droite, donc quand les mouvements néo-nazis disent ça, ils le disent très très sérieusement. Oui. Quand ils appellent les gens en disant, quand leur slogan c'est aux armes, prenons Skopje, en même temps, il y a des gens qui font partie des cercles néo-nazis, des néo-nazis grecs, qui sont partis
de manière clandestine, mais en fait, c'est l'État grec qui juste regarde ailleurs et n'intervient pas particulièrement pour les arrêter. C'est des gens qui partent en Serbie pour, en fait, participer à la guerre, pour tuer, en fait, des Bosniaques aux côtés des armées de Milosevic, parce qu'ils ont vu, enfin, je sais pas, je pense qu'ils ont vu une opportunité pour accomplir leurs fantasmes les plus atroces, de réaliser leurs rêves les plus racistes. Et donc, c'est des gens, en 92, qui, en même temps, des camarades à eux, sont partis ailleurs dans les Balkans tuer des populations. Ces gens-là appellent aussi, en fait, à mener une guerre contre la Macédoine. Donc, en fait, ils le disent de manière très sérieuse, c'est pas juste un slogan. Oui, exactement. Et un autre slogan, c'était « Il n'y a qu'une solution, la frontière avec la Serbie ». Qui renvoie à ce qu'on disait avant, que dans les revendications les plus extrêmes, l'État devrait se résoudre, je ne sais pas si ça se dit, on visait à la résolution de cet État, dissolution, pardon, et à une frontière commune entre la Grèce et la Serbie, les frères orthodoxes dans les Balkans qui partagent tant de choses et qui s'entendent très très bien toujours, etc., etc. Et si vous allez sur des vidéos nationalistes, merci, sur YouTube, soit grec, soit serbe, vous allez voir des commentaires des deux côtés en disant que vous êtes nos frères orthodoxes, etc., etc. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que les nationalistes grecs, à l'époque, sentaient très bien que face à la Macédoine, qui était un pays tout neuf et tout faible, fragile, une très petite économie, c'était une des républiques les plus pauvres de la Yougoslavie. C'était du harcèlement. Comment ? C'est du harcèlement au niveau international. Du harcèlement. C'est de bullying. Ah, ok. Bah non, moi j'allais dire que c'était plutôt... Ils pensaient sérieusement que c'était le moment pour la Grèce de réaliser de nouveau une expansion. Oui. Je pense qu'ils le croyaient de manière très sérieuse. C'était pas juste des paroles. Je pense qu'ils se disaient, c'est un moment de très forte instabilité dans les Balkans. C'est notre moment pour agrandir nos frontières. J'aimerais faire... Enfin, je sais pas. Oui, mais j'aimerais donner un peu de contexte parce que tu dis je suis d'accord avec ce que tu dis, mais les gens qui nous écoutent peut-être ne comprennent pas qu'à l'école, ce qu'on apprend est que pendant les années 20 et pendant les années 30, il y avait la politique officielle de la Grèce, c'était son expansion, qui s'est achevée après la Deuxième Guerre mondiale. Mais jusqu'à l'entre-deux-guerres, la politique extérieure était principalement axée sur l'expansion. Il y avait un conflit, pratiquement une guerre civile pendant les années... Dans les années 10, et juste après le début du Premier Guerre mondiale, pour décider si la Grèce allait faire partie du Premier Guerre mondiale avec le but d'acquérir de nouveaux territoires. Il y avait toujours cette notion de il y a des territoires, cette notion d'irrédentisme. Il y a des territoires qui appartiennent à nous, mais qui sont à des voisins. Mais un irrédentisme, et je pense que s'il faut le dire, mais qui a été opérationnel, qui a opéré, qui jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, enfin de 1831 à la Seconde Guerre mondiale, la Grèce en permanence a pu agrandir son territoire en étant toujours du bon côté du conflit ou en s'arrangeant toujours pour agrandir son territoire. Et je pense que dans la tête des nationalistes, ils étaient en mode, encore une fois, ça suffit qu'on ait du côté des Serbes, qui, dans leurs espoirs, allaient gagner. Et donc, on va, encore une fois, récupérer des territoires. Je sais pas, peut-être dans leur tête, ils se disaient, on va se partager la Macédoine avec la Serbie. Non, ça c'était vrai, ça se disait. Ça se disait, ok. Mais il faut juste ici faire la distinction que ce n'était pas 1 million de Grecs qui participaient dans cette manifestation-là qui revendiquaient comme ça. Ah non. Donc, juste pour faire cette qualification ici. Donc, il est juste un parti très, très minoritaire des nationalistes. Mais je pense qu'ici, juste pour comprendre comment ce récit national grec a été formé, il faut lire, c'était les discours d'un maire, je pense le maire de Thessalonique, qui a dit, je cite, « Pour nous qui avons une histoire millénaire, le passé est sacré, plus sacré encore que notre terre.
Notre terre a souvent connu l'esclavage, mais elle a toujours retrouvé sa liberté. L'esprit grec n'a jamais été asservi. Notre histoire, notre culture, nos traditions sont restées intactes au fil des siècles. C'est ce que les dirigeants de Skopje tentent aujourd'hui de détourner. Ce que je veux dire par ça, c'est que c'est ça qu'on apprend à l'école. Même aujourd'hui, il nous apprend pas qu'il faut vraiment prendre le territoire des autres pays. C'est pas ça le récit qui nous apprend. Mais on a notre récit national est basé sur le fait qu'on est un peuple qui a vécu l'esclavage, qu'il fallait, pendant une époque, libérer cette partie grecque ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il faut aussi clarifier maintenant qu'il n'y a pas dans la tête de la plupart des Grecs l'effet qu'il faut vraiment libérer encore des endroits grecs qui sont oppressés ou sous forme d'esclavage aujourd'hui. C'est juste que notre récit national et notre... Il faut aussi comprendre qu'il y en a des fêtes nationales dans l'année. Le 28 octobre, qui est le début de la Deuxième Guerre mondiale, qui est un peu bizarre. Et mais pas la fin, parce qu'à la fin, il y a une guerre civile qui s'ensuit. Oui, donc c'était pas... Mais ok. Même le début, bon bref, on ne va Oui, pas rentrer dans le détail maintenant. Une autre émission. Oui, une autre émission va être dédiée aux fêtes nationales. Et après, on avait le 25 mars, qui est le soi-disant début, voilà. Oui, de la libération, oui, à peu près, de la libération, du mouvement de libération grecque. Et cette fête-là sont fêtées à l'école avec des défilés militaires. Donc, les écoliers défilent avec de l'armée dans la même... Donc, je ne sais pas comment expliquer exactement le délire nationaliste de cette fête-là. Donc, ce que je vais dire, c'est que la plupart des Grecs, toute la Grèce, a cette idée romantique, un peu romantisée d'une nation et du peuple grec qui se battent contre l'esclavage, contre les oppresseurs, n'importe quel oppresseur, je ne sais pas quoi. Donc, on menace de l'extérieur, on menace sous forme de ce pays qui est né comme ça, a mis les gens dans la rue. Et si je me permets juste pour du coup revenir sur les manifestations, bah, finalement, quelles ont été les conséquences de tout ça? C'est quand même 1 million de personnes dans la rue, ce n'est pas rien. Ça a donné quoi? Il faut dire ici que cette manifestation-là a offert pour la première fois au groupe nazi de l'Obdoré, qui je pense que c'est assez connu au niveau européen aujourd'hui, la possibilité de revendiquer un espace vital dans la vie politique grecque. C'était la première fois. Mm-hmm. Donc, à Athènes, le 10 décembre 1992, on a cette partie-là, pas vraiment un parti à l'époque, Obdoré, qui a participé à la manifestation de manière organisée avec des slogans qu'on a déjà mentionnés et qui correspondent à l'ambiance, mais c'était beaucoup plus extrême. Et je vais juste ici citer Yermenis, qui est l'architecte des bataillons d'assaut d'Obdoré. Donc, il est un membre assez important de cette partie-là, qui a été aussi condamné à emprisonner après le tribunal qui a condamné le parti comme une organisation criminelle. Donc, en 2012, dans un entretien, il a dit « C'était au début des années 1990, à l'époque des grandes manifestations pour la question macédonienne. Les gens descendaient alors par milliers à Omonia, qui est en droit à Athènes. Les écoles cessaient de fonctionner. Les professeurs émenaient leurs classes et descendaient à Omonia. Je suis allée aussi, je suis tombée sur les groupes d'Obdoré. Il était discipliné. Il avait belle allure. J'ai pris un tract, je l'ai lu
et cela m'a plu. J'aimais la Grèce antique, Alexandre le Grand, tout cela me plaisait. On parle d'un niveau... On ferme les guillemets. Enfin, on ferme les guillemets. On rappelle que ça a été les paroles d'un fasciste condamné par la justice pour... Mais du coup, ces faits. Il a voilà, vu qu'il il parlait explique très d'Alexandre le Grand, ça lui plaisait, et ils étaient trop disciplinés, ça lui a plu. Et les voilà faisant partie du groupe néo-nazi L'aube dorée. Oui, mais jokes aside. Mais lors de cette manifestation-là, C'est peut-être pendant cette manifestation. cette groupe-là a aussi attaqué des squats, donc des squats anarchistes à l'époque. Et aussi, il avait des blessés parmi les citoyens, il avait des attaques, donc il était violent. Mais il n'était pas poursuivi, pas vraiment. Tu parles du parti, du groupe. Pas encore un parti. Ça a devenu un parti une année plus tard. Parce que, oui, c'est juste, ce que je veux dire, c'est que les manifestations pour la Macédoine, donc cette énorme manifestation, a donné les pas pour cette partie, pour cette groupuscule, de devenir un parti, d'avoir un discours public, d'avoir des gens qui aimaient bien la situation, c'est qu'ils vendaient en fait, donc ils sont devenus un parti. Et il faut dire ici que même si eux, ils n'étaient pas poursuivis par la justice ou par la police même, toute tentative de réaction par la gauche contre cette manifestation-là, par exemple, les partis communistes ou la gauche extra-parlementaire, qui était le seul parti à réagir, était réprimé. Et même la simple reconnaissance de la minorité macédonienne dans la partie grecque pouvait conduire quelqu'un devant les tribunaux. Et il y avait 3 tribunaux à l'époque, des gens qui distribuaient des tracts. Qui disaient quoi ? Qui disait juste qu'il identifiait qu'il y a une partie grecque en Macédoine, c'était l'une, et l'autre, il était contre cette manifestation-là. Donc, tout récit contre cette manifestation était poursuivi par la justice et par la police, et après par la justice, mais les fascistes étaient libres. Pour recruter. Αγόρι μου, τι θα κάνεις? Τι θες να κάνω? Πρέπει να γράψεις κάτι καλό. Έχεις ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ. Πρέπει να αρχίσεις να πατάς με το πόδι. Όλοι σε χρησιμοποιούνε, δεν το βλέπεις. Είσαι φτωχός. Δείξ' τους να καταλάβουνε. Κατέστρεψέ τους. Είμαι χάτος με τα raps, αεράτος με τα gaps. 2 ευρώ στην τσέπη μου, μαλάκα μου σε κας. Ότι πας που πας, εκεί που δεν πας. Κακά μαντάτα και πολύ κακό staff. Είμαι γάτος με τα raps, αεράτος με τα gaps. 2 ευρώ στην τσέπη μου, μαλάκα μου σε κας. Ότι πας που πας, εκεί που δεν πας. Κακά μαντάτα και πολύ κακό staff. Είστε μπουρτζόβλαχοι, δεν είναι η μόδα στυλ. Μικρό αστί βλέπουν το σάκι στην τηλεόραση. Φοράνε κι άλλα και με βλέπουν από απόσταση. Να γλύφω το γλυφιτζούρι μου στην κόλαση. Ο από πάνω με μισεί γιατί το ξέρει. Πως αμολάω κλανιές μέσα στο ασανσέρ. Κλεισμένος μέσα στο σπίτι το μεσημέρι. Ακούει τα νέα από έναν τύπο που λέγεται Pretenderis. Ουνάνα, ακούς μάνα. Σκουπίζω τα δάκρυά μου με τσουκράνα. Ιου ιου μπαμ μπαμ ακούστηκαν. Κι όσους δεν συλλάβαν τους λούστηκαν. Φέτος δοκίμασα κρίσταλ, ενδιαφέρουσα πίστα. Μα δεν πίστα, ίσα freestyle σε μπίτια του abysmal. Μικρός είχα θέμα για να μην τρελαθώ. Είπα πως όλα αυτά βγάζουν νόημα σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν ξέρω, κάνω τι θες. Άλλοι φτιάχνουν μουσική και άλλοι αγοράζουν μηνιαίους ακροατές. Κομπλέ είναι και τα δύο, αλλά φίλε μου να ξέρεις, δεν αξίζει να χαλιέσαι για μια χούφτα προβολές. Όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Σκοντάφτος ό,τι βρίσκω, ειδικά αν αυτό αστράφτει. Το ραπ δεν θα ήταν φλόγα αν δεν είχα φάει στάχτη. Το ραπ μου ατελείωτος δρόμος προς νέα μάκρη. Πέρα δόθες ανατολικά προάστια. Κτέλ, εφέλ, παράνοια, γάρα τεράστια. Τα όνειρά που βλέπω είναι φωτεινά και άγρια. Δεν δίνω τσάμπα τόσα αστρικά δολάρια. Yo, yo, yo. Είναι στόλερ. Abysmal στην παραγωγή. Είμαι γάτος με τα raps, αεράτος με τα gaps. 2 ευρώ στην τσέπη μου, μαλάκα μου σε κας. Ότι πας που πας, εκεί που δεν πας. Κακά μαντάτα και πολύ κακό staff. Είμαι γάτος με τα raps, αεράτος με τα gaps. 2 ευρώ στην τσέπη μου, μαλάκα μου σε κας. Ότι πας που πας, εκεί που
δεν πας. Κακά μαντάτα και πολύ κακό staff. Κάνε τουλάχιστον καμία διαφήμιση στο Instagram. Κυβερνήτη. Κυβερνήτη. Παρακαλώ. Θυμάσαι τη γη. Γεια. Τη γη. Τη γη. Τη γη. Που είναι στο ηλιακό σύστημα 17ε. Που είναι... που έχει τον χρόνο, που έχει τον Άρη, το φεγγάρι, το άσπρο, που είναι ο Ερμής, είναι κάπου μέσα, γη μωρέ, γη. Ένα μπλε πράγμα. Ναι, αυτό. Θυμάσαι. Είχαμε περάσει. Ναι, και τι. Να μωρέ, μου πετάει ένα τύπο εδώ πέρα, λέει ο κύριος Μιχάλης από τους Άγιους Αναργύρους. Επιμένει πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106,3 et ce soir on discute de la Macédoine et du conflit nationaliste en fait qui a émergé autour de la question du nom de ce pays. Donc on était en train de discuter de l'année 92 qui était vraiment une année charnière sur la question parce que c'est à ce moment-là que toute la question, toutes les revendications nationalistes de la part de la Grèce émergent. Et en fait, je pense que le point le plus important qu'on a soulevé, c'est comment en ce moment, en fait, les différents groupuscules néo-nazis qui ont pu exister avant 92, en ce moment, en 92, se sentent vraiment en puissance, se sentent soutenus par un mouvement nationaliste beaucoup plus large et donc descendent dans la rue beaucoup plus activement et ouvertement, alors que ça aurait été beaucoup plus difficile pour eux dans les années 80. Et aussi, c'est le moment où ils forment un parti. Donc c'est vraiment une année très importante pour les mouvements d'extrême droite en Grèce. Et suite à ça, la question proprement nationaliste, les revendications nationalistes exprimées par la Grèce par rapport à la question du nom de la Macédoine, elle reste d'actualité pendant toutes les années 90, années 2000, mais c'est un peu, il y a un status quo sur le fait que la Grèce ne reconnaît pas la Macédoine, mais en réalité, il n'y a plus de grands rassemblements, c'est quelque chose qui se discute, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part le fait que la Grèce reste très figée sur ses positions de non-reconnaissance de la Macédoine. Oui. Et aussi le fait qu'au fur et à mesure que les années passent, et le pays à l'international est connu comme Macédoine, tout simple. Oui, parce qu'il y a plein d'autres pays qui reconnaissent très bien et ne voient absolument pas le problème, parce qu'en fait, vu de l'extérieur, la situation est totalement absurde. Voilà. Elle est absurde au sens où il y a Bretagne et Grande-Bretagne, il y a Luxembourg et une région en Belgique qui s'appelle Luxembourg, il y a je sais pas quoi. Donc à l'international, hors de ces pays mythiques, etc., les gens ne voient pas de problème, ne comprennent pas du tout qu'est-ce qui se passe et là, continuent à appeler le pays Macédoine, qui est tout à fait bien. Du coup, après, on est... presque 30 années se sont déroulées. Oui, presque, un peu moins de 30 ans. Et les gens continuent, dans le monde, les gens continuent à appeler ce pays Macédoine, mais en Grèce, non, on n'accepte pas ça, alors que on l'appelle comment? Pougoudumou. Fyrom. Ouais, ça veut dire quoi?
Former Yugoslav Republic of Macedonia en français. République ex-yougoslave de la Macédoine. Voilà. Oui. Mais j'ai l'impression que la France a aussi utilisé ce nom-là. Oui, un geste de solidarité avec la Grèce, c'était l'un des rares pays qui reconnaissait officiellement ce pays sous ce nom, mais tous les gens l'appelaient Macédoine. Mais il faut dire aussi qu'il y avait pour beaucoup de Grecs, même appeler le pays Fyrom, c'était trop parce qu'il y avait le M Macédoine, et appeler le pays Skopje, qui est le nom de la capitale du pays. Enfin, c'est comme appeler la France Paris, voilà. Donc, qui n'en déplaise aux 30 ans Français. plus tard, la question est remise sur la table. Enfin, ça fait 30 ans que le pays a un conflit avec un pays. Enfin, la Macédoine a un conflit avec la Grèce, mais un conflit gelé un peu. Enfin, ça suscitait plus énormément d'émotions, mais quand même, aucun gouvernement ne voulait s'avancer sur la question, parce qu'en réalité, c'était une question qui toujours, potentiellement, pouvait mobiliser les Grecs. Et donc, aucun gouvernement, ni de gauche ni de droite, enfin, ni de gauche ni de droite, ni Parti socialiste, jusqu'à cette époque-là, n'a voulu trop brusquer, on va dire, les Grecs en s'avançant sur la question. Et c'est en 2018 que tout change. Donc, que se passe-t-il en 2018 ? Tout d'abord, Oui, c'est quel le contexte politique, en fait ? Commençons par ça. Contexte politique très favorable pour des idées progressistes. On a première fois la gauche, Protifora Aristera au pouvoir. On a tous les mémorandums, comment ça s'appelle le plan de sauvetage de la Grèce contre la dette publique, etc. etc. Oui, la Grèce est Oui. dans un moment paradoxal en 2018. Elle est à la fois un énième plan d'austérité et un gouvernement de gauche. Quatrième. Énième, ouais, c'était une expression. Oui, mais je crois que c'était le Oui, quatrième. c'était le quatrième. Alors, ok, c'était la quatrième. Mais on a un gouvernement de gauche qui a déjà dit... on part sur la mesure d'austérité, même si on a dit qu'on n'a pas fait ça. Donc, c'est... Et aussi, en Macédoine, on a un parti au pouvoir qui est le Parti socialiste. Et du coup, qui vient d'être élu au pouvoir en 2016, fin 2016, après une période de 2006 à 2016 d'un parti nationaliste au pouvoir qui était aussi très fort, très figé sur ses positions par rapport au nombre au nombre du pays. Du coup, on a de deux côtés un contexte favorable politiquement pour une négociation qui allait aboutir à un consensus, à un accord. Et pour le le contexte international, c'était quoi le... Enfin... On a un autre pouvoir qui presse aussi sur la région parce que la Macédoine voulait faire partie d'OTAN. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que la Grèce a bloqué pendant plusieurs années. Et donc, on a l'Union européenne et les États-Unis qui pressaient pour une résolution de ce problème-là. Donc, en fait, il y a une intervention donc, de la puissance états-unienne, en fait, dans la Oui. question. Exactement. Donc, c'est ça qui va être l'élément qui va débloquer, finalement. Oui, et le fait que le gouvernement à nous en Grèce c'était prêt à servir les puissances extérieures et en même temps on a ce gouvernement en Macédoine, donc c'était parfait en fait pour cette... Et il faut aussi reconnaître accord. que pour Syriza, pour le parti au pouvoir, qui était un parti de gauche, c'était aussi une occasion de faire quelque chose de progressiste. de faire Et de quelque chose. Oui, de faire quelque chose de progressiste. De faire politique. De faire politique, Faire voilà. politique. Je Bravo. pense que les partis sont souvent obligés de faire politique. Donc, ils ont fait ça. Donc, Ils ont juste fait politique. pour expliquer un peu le contenu donc, des accords qui sont passés à ce moment-là, les accords de 2018 qui sont appelés accords des Prespes, au nom des lacs, Des lacs. des lacs, qui sont partagés Oui. entre la Grèce et la Macédoine Et l'Albanie. et l'Albanie. On ne parle pas de l'Albanie. Mais oui. Donc, premièrement, le pays s'appelle désormais République de la Macédoine du Nord. Donc, il y a l'ajout de cette précision géographique que le pays appartient. Enfin, c'est la Macédoine du Nord. Donc, le pays change de nom. C'est plus la République de la Macédoine, mais la République de la Macédoine du Nord. L'accord reconnaît
l'existence d'une langue macédonienne qui appartient à la famille des langues slaves, mais l'accord précise, et je trouve ça extrêmement intéressant, l'accord précise donc que la langue macédonienne n'a aucun lien, ni avec la langue, ni avec l'identité grecque. Et enfin, la Macédoine du Nord s'engage à retirer le soleil de Vergina, le soleil de Vergina étant un symbole de la royauté argeade. Les Argeades étaient la dynastie Alexandre le Grand et famille compagnie. Donc la Macédoine du Nord s'engage à retirer ce symbole, ce soleil, de tout usage public et à réviser ses manuels scolaires et ses cartes pour supprimer tout contenu qui aurait pu être qualifié comme irrédentiste ou revendicatif envers la Grèce. Donc on voit en fait un accord, on va y revenir, mais un accord, en fait, on voit que les positions grecques gagnent, en fait. Enfin, c'est un accord en faveur de la Grèce très très largement. Et enfin, toutes ces clauses, en fait, finalement aboutissent à ce que la Grèce s'engage à lever son veto à l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN, ce qui est le plus important à cette époque-là, parce qu'il y a une forte pression états-unienne pour que la Macédoine adhère à l'OTAN, mais aussi potentiellement à l'Union européenne. Donc, je trouve cet accord extrêmement intéressant parce que vraiment, on voit que la façade, c'est un accord progressiste, les deux pays vont enfin s'entendre, mais si on voit vraiment le contenu des clauses, c'est quand même une victoire. Mais eux, ils n'étaient pas contents. Enfin, les nationalistes grecs n'étaient pas contents. Mais c'est quand même cet accord, c'est en partie une victoire du nationalisme grec. Oui. Qui va obliger un autre pays à réviser ses manuels scolaires alors que la Grèce n'a jamais révisé les siens, qui va obliger un autre pays d'enlever un symbole de son identité, alors que la Grèce, depuis, a démultiplié l'usage de ce même soleil sur plein de supports divers et variés. Enfin, la Grèce actuellement... Passeports. Ouais, les nouveaux passeports et les nouvelles cartes d'identité ont le soleil de Vergina dessus. Enfin, oui. Voilà. Donc le symbole a été pleinement récupéré par la Grèce. Qui est un peu kitsch. Comment ? Qui est un peu kitsch. Il est pas full soleil en esthétique, mais bon. Il faut dire aussi que j'ai l'impression que les drapeaux macédoniens avant avaient cette soleil de Vergina, donc ils ont changé les drapeaux nationaux du pays. Le pays a cédé sur tous les plans, et je pense qu'il faut comprendre que, en 2018, évidemment, la Grèce était dans une position économique très défavorable, mais ça restait quand même un pays pauvre, mais un pays pauvre de l'Union européenne. Et la Macédoine du Nord, c'est un pays qui, sur le plan économique, est vraiment 10 fois plus fragile que la Grèce. C'est un pays qui est vraiment frappé par une pauvreté généralisée. C'est un pays qui ne peut pas négocier avec la Grèce. C'est un pays qui dépend aussi, qui voulait cet accord, qui a permis en fait à débloquer les relations commerciales entre les deux pays. La Macédoine, c'est un pays agricole très largement et qui fait désormais beaucoup d'exportations envers la Grèce. Donc le pays a cédé sur tous les plans pour pouvoir aussi accéder au marché grec pour plein de produits agricoles. Oui. Donc il faut dire ici qu'il y avait des réactions bien sûr dans de ces accords. Et une de ces réactions, c'était par la gauche, bien sûr, et pas seulement une réaction nationaliste, c'était par la gauche parce que il s'opposait bien sûr dans cet fait que c'était une victoire du nationalisme grec. Donc c'était vraiment absurde aussi, cet accord-là. Mais aussi il s'opposait parce que les accords servaient juste les États-Unis et ils permettaient la Macédonie du Nord maintenant d'entrer dans l'OTAN et consolide la présence états-unienne dans les Balkans. Qui est un peu bizarre comme critique à mon avis, mais bon, ok. Oui. Bon, après, on peut penser ce qu'on veut, mais voilà. Et quelles étaient les réactions ? Parce que, ça c'était le point de vue de certaines personnes de gauche extra-parlementaire ou extrême gauche, si cette notion a un contenu derrière, voilà. Mais qui, le redisons, sont ultra minoritaires. Ce sont des avis qui, sur les grands médias, n'ont jamais été exprimés. On est bien d'accord. Ce sont des avis qu'on lit dans des blogs. Oui, qu'on lit dans des blogs, qui ont été peut-être exprimés. Qui ont été exprimés dans certains journaux
très connotés politiquement, qui font un vrai travail de journalisme. Il y a des journalistes qui ont fait un travail de qualité sur la Macédoine. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, ça en dit beaucoup. Je pense que les travaux les plus intéressants qui ont été faits sur les Macédoniens, la langue macédonienne, l'identité macédonienne, sur les Macédoniens en Grèce et tout ça, c'était mené par des journalistes et non pas par des historiens. Oui, c'est Parce vrai. que l'establishment académique grec est ultra nationaliste, et donc c'est quasiment jamais emparé de ces questions. Mais c'était ultra minoritaire, il faut le dire. Donc pour le discours auquel la majorité des gens avaient accès, c'était quoi? Enfin, les discours véhiculés par les médias grand public. C'était une trahison. C'était une trahison. C'était une trahison. Je pense qu'il faut On a dire... cédé. Oui, donc c'était très médiatisé et c'était vraiment utilisé par, pas seulement par les médias, mais aussi par les partis d'opposition comme en trahison. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même beaucoup moins nombreux qu'auparavant, comme on a dit aux années 90, des manifestations contre les accords et pour la Macédoine grecque qui étaient vraiment médiatisées d'une manière très très intéressante. Il faut dire ici que le tribunal, de l'Aube dorée, donc c'était les procès. Oui, en même temps, le parti d'extrême droite qui est né en 92, en 2018, ils sont en procès. Oui, mais les médias couvrent pas vraiment ces procès-là de même manière qu'ils couvrent les patriotes qui se battent pour la Macédoine. Et ces patriotes-là qui ne sont pas violents, bien sûr, parce qu'il faut aussi comparer ce discours médiatique par exemple, des manifestations contre les mesures d'austérité qui étaient vraiment violentes d'après des médias grecs. Et après, on a sept manifestants pour le Macédoine qui ne sont pas violents du tout, qui sont vraiment des patriotes. Donc, les médias grecs, qui sont vraiment dirigés par certains pouvoirs politiques très, très spécifiques, ont montré un profil de ces manifestants-là, de ces manifestations-là, qui est très favorable. Mais qui étaient ces manifestants? En fait, qui est allé manifester en 2018? Je pense qu'on peut écouter un chanson avant ça. D'accord. Et après, revenir sur le profil de cette personne-là. Μην παρακαράζετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία λαμπρή από Ελλάδα, η Ορθοδοξία, η Μακεδονία είναι ελληνική. Μην παρακαράζετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία λαμπρή από Ελλάδα. Ok, alors, contexte, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? On vient d'écouter une chanson nationaliste, on n'aime pas ça, on l'a mis juste pour contexte, pour vous montrer à quel point ces hymnes de l'orthodoxie et de l'église orthodoxe, etc., font partie du récit nationaliste, etc. C'était quelque chose qu'on écoutait tout le temps pendant la période de 2018.
ne peux pensez traduire à Je peux attends, ne pensez à aucun moment mais je suis perdu. Attends. Du coup, ne pensez à aucun moment à reproduire cette chanson. Elle a des connotations très mauvaises, nationalistes, etc. Mais on en a une autre qui est plutôt troll, qui est plutôt la réaction des médias des médias de gauche, des médias gauchos un peu, qui ont fait leur propre version. Vas-y. Ταράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραταράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραταράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραταράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη Ok. Donc, avant le contexte, vous écoutez Radio Fréquio, l'émission de l'initiative grecque sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Et je vais juste traduire ce qu'on vient d'écouter. Donc, juste cette partie-là qui dit que ne contrefaites pas l'histoire. La Macédoine est une et unique. Elle brille de Grèce et d'orthodoxie. La Macédoine est grecque. Très évidemment. Donc en 2018, l'ambiance c'est ça. Enfin, la première chanson qu'on vient d'écouter, elle était chantée de manière très premier degré par les manifestants. Et puis il y a eu il y a eu un remix voilà pour en rire. Je sais pas s'ils font s'ils font en rire, je pense, ouais. À l'époque, c'était un bel rigolo. Ouais, à l'époque, c'était drôle. Oui, et ça rentre dans sa tête et ça c'est un petit... Mais du coup, Oui. bon, la deuxième chanson, c'était des marginaux gauchistes qui la chantaient. Mais la première, du coup, c'est qui chantait ça? Bonne Aucune question. idée. Aucune idée. Mais j'ai entendu des prêtres des Ok. pop chanter ça. En vrai, c'est intéressant Marie parce Robouri. qu'il y avait... Enfin, si on revient du coup aux manifestations, effectivement, il y avait une présence très très massive de l'église orthodoxe. Mhm. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant à quel point en Grèce, l'église est un élément mobilisateur. En fait, les prêtres peuvent toujours mobiliser de la population. Je sais pas si on pouvait faire avec la France un parallèle avec la Manif pour tous, qui a aussi, enfin, il y a des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue parce que leur prêtre leur a dit de le faire, sur une toute autre question évidemment. Mais encore une fois, en Grèce, je pense que beaucoup de gens ont été mobilisés par le prêtre de leur paroisse pour y aller. Oui, je pense que c'est vrai. Il faut juste ici distinguer que l'Église a mobilisé aussi beaucoup de personnes en 1992, Ouais. mais cette fois-ci, c'était pas tant de personnes qui ont mobilisé, mais je pense qu'il y avait beaucoup de personnes dans cette manif. Parce que, ok, juste pour clarifier, que les manifestations de 2018 n'étaient pas tant nombreux, pas du tout, que les millions de personnes qui étaient dans la rue en 92. Donc là, on a vraiment beaucoup moins de personnes. Donc, je ne sais pas exactement le nombre, en fait, mais c'était pas du tout proche de ce nombre-là. Mais j'ai l'impression que les profils des manifestants étaient à la fois les gens qui ont été mobilisés par leurs prêtres, bien sûr. Après, on a des gens vraiment organisés, fascistes, nationalistes dans la rue. Et quoi d'autre? Et aussi, et c'est ça un peu la question qui a été débattue aussi entre journalistes, entre gens qui sont allés dans les rassemblements pour essayer de comprendre, parce qu'en fait ça surprend pourquoi les gens se mobilisent pour ça, alors qu'en 2018, il y a une lassitude généralisée, les gens ne se mobilisent pour rien d'autre, alors que le pays est dans la merde. Et en fait,
après, ça, c'est un peu des choses qu'on a lues, des choses qu'on a vues, mais aussi notre interprétation, donc peut-être elle est fausse. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas strictement des militants d'extrême droite, mais leur présence, le fait qu'ils se sont sentis suffisamment à l'aise pour aller dans ce genre de rassemblement, ne peut s'expliquer que par en fait une diffusion, une normalisation d'un discours et d'un sentiment nationaliste. En fait, c'était pas mal vu d'y aller. Et ça en dit beaucoup sur la société grecque, sur la diffusion, sur la normalisation du nationalisme, premièrement par le système éducatif, on en a beaucoup parlé tout au long de l'émission, par les médias, par l'Église. Il y avait même des cars, il y avait des organisations politiques, culturelles, etc., qui payaient pour des cars pour ramener du monde des autres régions de Grèce à Athènes pour Oui. manifester. Et tu pouvais faire des allers-retours gratuits, sans payer. C'était génial. Ok, tu peux prendre le car pour ne pas aller manifester, mais en faisant Mais genre... oui, mais tu peux venir à Athènes quand même, ou à Ok. Salonique, je sais pas. Et enfin, je pense aussi, il faut le dire, qu'il y avait des gens aussi qui... après, on peut s'interroger sur la pertinence de leur acte, que moi, je trouve personnellement pas du tout pertinente, mais des gens qui juste étaient en colère contre le gouvernement. Un gouvernement qui avait promis la fin de l'austérité et qui a finalement appliqué encore un plan d'austérité, donc qui se sentaient trahis, et en fait, qu'ils ont juste pensé ou considéré que c'était un moment pour exprimer leur colère contre le gouvernement, et peu importe si cette question précise n'avait rien à voir avec le plan économique de la Grèce. Oui, mais à la fin, j'ai l'impression que cette manifestation-là était vraiment médiatisée, mais pas vraiment, il n'avait pas vraiment d'impact, il n'était pas tant grand qu'on a vu avant. Donc c'était vraiment quelque chose qui était montré, c'était une... je ne sais pas comment dire... mais quand même, il y avait des éléments nationalistes, il y avait des éléments fascistes dans les manifestations, et ça est devenu beaucoup très visible à Thessalonique, par exemple, où on a... Juste pour si je peux faire une précision, que de base, en fait, il y a eu des très grandes manifestations. Il y a eu des manifestations à Athènes. En 92 aussi, il y a eu des grandes manifestations à Athènes, évidemment. Mais le cœur, en fait, de tout ce combat a toujours été Thessalonique. Parce que Thessalonique se situe dans la région géographique de la Macédoine. C'est la capitale de la Macédoine grecque. Et je pense que peut-être... comment dire, les nationalistes crétois, mais s'en foutent, je pense, un peu de la question. Pas totalement. Pas totalement. Les nationalistes grecs, en général, ils s'en foutent de rien, mais ok. Oui, mais je veux dire oui, t'as raison. À Thessalonique, ils se considèrent concernés, genre, de manière très directe. Ils prennent ça de manière très personnelle, donc ça explique pourquoi aussi à Thessalonique, Non, et il faut juste dire, avant de finir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'il y avait quand même de violences fascistes à Thessalonique qui a par conséquent, la destruction totale d'un squat, je pense qu'il avait aussi une grande bibliothèque, donc beaucoup de livres qui ont été complètement brûlés au centre de Thessalonique, le squat Libertatia, qui est vraiment effacé. Après des attaques aussi dans un autre lieu progressiste qui s'appelait l'école par des fascistes organisés. Pourquoi les fascistes étaient là? Parce qu'il y avait un contre-manif. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus facile d'avoir des réactions de cet ultranationalisme avec des contre-manifs à Thessalonique, à Athènes, mais aussi à la périphérie de Grèce. Donc, on avait des fascistes organisés à Thessalonique cette fois-ci et de violence qui a conduit dans la destruction d'un bâtiment. Ce bâtiment qui était en classique, donc c'est un bâtiment assez ancien qui était brûlé complètement. Donc on voit quand même cette réaction d'une part des manifestants contre des lieux de lutte, contre des lieux avec des connotations, des lieux anarchistes, des lieux avec des connotations de gauche ou de anarchistes, quoi. Oui.
Et juste pour finir, et je pense qu'il faut dire des choses. L'un, c'est qu'il y avait aussi un mouvement étudiant, élève, donc un mouvement écolier. Donc, on avait pour la première fois, je ne sais pas si c'était la première fois, mais on avait des blocages ou des occupations des écoles nationalistes, des lycées, oui, principalement des lycées, même, oui, nationalistes, pour la Macédoine. Mais ça, on va parler, je pense, avec plus de détails dans la prochaine émission qui va porter sur les occupations des écoles en Grèce. Toujours le premier dimanche du mois. Donc, oui, premier dimanche de décembre. Décembre, cette fois-ci. Oui. Le 7 décembre. Ok, parfait. Et l'autre chose, c'est que cette période de 2018 a permis à l'extrême droite, avant tout au discours de l'extrême droite, d'être normalisé encore une fois dans le récit, dans le discours public grec, par rapport des médias, à travers des médias, mais aussi en général dans l'espace public. Donc, il a permis cette renaissance, cette infiltration, oui, on peut dire, de l'extrême droite, encore une fois, qui était vraiment, pour plusieurs ans en Grèce, battue, entre guillemets, suite à leur procès de l'Aube dorée, de se soulever, encore une fois, pour qui a été montré aussi aux élections qu'on avait en 2019, j'ai l'impression. Donc, oui, ces manifestations-là étaient, encore une fois, une droite pour l'extrême droite de s'exprimer. Donc, pour terminer, pour petit rappel, donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on a passé là 2 heures à discuter du mouvement nationaliste en rapport avec la question du nom de la Macédoine. Et je pense qu'on a pu, ça a été, j'espère, intéressant pour les auditrices et auditeurs de voir en fait comment cette question nationale traverse très profondément les Grecs. Je pense que ça explique aussi à quel point en fait le nationalisme est présent sur la scène politique grecque, comment les mouvements néo-nazis ont pu très facilement trouver un auditoire pour leurs idées. Oui, mais il faut finir maintenant. Donc, à la prochaine première dimanche du mois, à 7 décembre. À 20h. Oui. Sur le 106.3 FM. Oui, bonne nuit.